J'arrive. Je suis à fond là. Merci. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Apéro ou t'as quelque chose à nous dire d'intéressant? Je sais pas. Bon. Allez, vidéo. Allez, petite vidéo pour commencer. On va envoyer, attends. Ok. Philippe Rodon. Il y a un an et demi, j'ai fait penser à l'équipe, j'ai pensé à ma chérie qui est sur le podium à côté, qui va être là. Sans elle, j'existe pas. Vous avez promis des nouvelles, ça y est, on vient de réaliser la première spéciale avec mon copilote Cédric. Ça a été difficile, la chaleur. L'air qui rentrait à l'intérieur de la voiture était à 55 degrés, à l'intérieur de la boîte d'habitat, quand on est passé les 60 degrés, c'était terrible. De toute façon, l'objectif, c'est Buenos Aires. On va dire que ça a été difficile. Beaucoup de grosse chaleur comme hier, mais c'est mon copilote. C'est énormément donné là. On a fait pratiquement 200 bornes derrière la bagnole. Voilà, on m'a dit que le Dakar c'était dur, mais là franchement c'est costaud quand même. Pour la deuxième journée, et demain 4850 mètres, je vais aller manger, je vais prendre ma douche là et je vais vite aller dormir. On est parti ce matin à 8h, c'était une spéciale terrible, on a fait 700 km. On a eu du fèche-fèche, du sable, on s'est planqué, mais on a été au bout. Encore une fois on est là quoi, et on lâche pas l'affaire. On est en Bolivie et le ciel vient de nous tomber sur la tête. Le bivouac est complètement inondé, c'est l'apocalypse. Là on va aller doux, on va aller tout doux aujourd'hui parce que un peu lâcher à tout moment quoi. Sans filet. C'est ça, c'est sans filet ouais. Là c'est vraiment à l'arrache là. Donc, encore une fois, on va bien voir. Lui, elle n'a terminé que 48e, mais c'est un exploit qu'il vient de réaliser. Philippe desarrollar algunas de las historias de vida que se ven en esta nueva edición. En este caso tiene que ver... La preuve par l'exemple que le handicap peut aussi être une force. Là maintenant c'est l'objectif, on a réussi, c'est gagné. On est à Buenos Aires. On a galéré, c'était 15 jours très très durs. Et enfin on est là. On est là et on est heureux. Encore une fois, je terminerai là-dessus. N'oubliez pas que tout est possible. L'impossible c'est juste vous, c'est personne d'autre. À bientôt les amis. Merci. Bonjour. Ça va? Oh la vache. Je sais pas ce qu'il a fait avant, mais... Bonjour, ça va? Super. Génial. On va vivre un moment de partage. Juste un moment de partage. Et je vais commencer par un petit mot. Un mot que vous avez entendu à la fin de cette vidéo. Un mot auquel j'ai cru jusqu'à l'âge de 26 ans. Ce mot, c'est... impossible. Combien de fois on m'a dit c'est pas possible, tu peux pas faire ça Philippe, arrête de rêver mon gars. Combien de fois on vous l'a dit, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Mais surtout, combien de fois vous êtes dit vous-même, c'est pas possible, je peux pas faire ça.
Moi, ce mot impossible, j'ai cru jusqu'à l'âge de 26 ans, jusqu'au jour où j'ai eu un accident. Et je suis arrivé en centre de rééducation. Et là, j'ai compris que l'impossible n'existait pas. Que l'impossible, c'était juste nous. C'est quoi nos rêves? C'est quoi nos envies? C'est quoi nos objectifs? Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Et quand je vous parle du mot impossible, après avoir traversé la Manche à la nage, fort de ce succès, je voulais pas me séparer de mon équipe. Là, j'ai toujours un petit peu peur. C'est bon, c'est stable. Je voulais pas me séparer de mon équipe, et j'ai regardé la map monde, et j'ai vu qu'on pouvait relier les 5 continents à la nage. Et je voulais pas le faire seul, je voulais le faire avec un camarade. J'ai demandé à mon ami Arnaud Chassery, un nageur valide, un nageur handicapé, tous les deux, main dans le bras. On s'est dit, tiens, on va relier les 5 continents à la nage. Ça va être une aventure humaine extraordinaire. Donc j'étais voir les chaînes de télévision. J'étais voir TF1, France Télévisions, M6. Et je leur ai dit, hé, vous voulez bien faire un documentaire avec moi? On va relier les 5 continents à la nage. On va montrer à tout le monde que tout est possible. Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu, toutes ces chaînes de télévision, d'après vous? Eh ouais, c'est pas possible. Un mec comme toi en prime time, à 20h50, à la télévision française, un mec qui a pas de bras et pas de jambes. Non mais laisse tomber, c'est anxiogène. Personne ne va regarder, t'es malade ou quoi? Alors je me suis pas découragé. Je suis parti avec mon caméraman, Robert Izemi, avec qui on avait fait un premier film qui s'appelle La vie à bras-le-corps. On est parti en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on a vécu pendant 3 semaines avec les papous. Et le jour où on s'est jeté à l'eau pour relier l'Océanie à l'Asie, il y a un papou qui s'est jeté à l'eau avec nous. 7 ans de pas. Sauf que le problème, c'est que le papou, il savait pas nager. Il savait plonger avec son harpon en bois pour pêcher du poisson pour sa famille. Mais faire une nage longue distance pendant des heures et des heures, le papou, il savait pas faire. Et là, on était mort de rire. On dit, mais il va couler le mec. Et là, effectivement, il avait mis des vieilles palmes, un vieux masque brûlé par le soleil, et on voit le papou qui plonge. Et il regarde Arnaud par en dessous comment il nage. Remonte à la surface, commence à tirer les bras, replonge, commence à tirer les jambes. Et au bout d'une demi-heure, il se met au même rythme qu'Arnaud. Et là, on dit, bon, bah, le gars, il va tenir, allez, une demi-heure, 3/4 d'heure, il va être cuit, quoi, il va être mort. 1 heure plus tard, le papou était encore là. 2 heures plus tard, le papou résistait. 3 heures plus tard, le papou commençait à être cuit. Là, on lui a donné nos produits énergétiques, des sucres rapides et des sucres lents, pour qu'il puisse continuer l'aventure avec nous. Et quand on est arrivé en Indonésie, 7h35 minutes plus tard, il y avait un nageur valide, un nageur handicapé et un papou. Extraordinaire, non? Rien que par la volonté, rien que par la volonté, il était avec nous. On a envoyé ses premières images à France Télévisions, et vous allez voir qu'il y a un coup du destin dans mon parcours. Georges Pernou de Thalassa voit ses premières images, et nous déjà on est partis pour traverser la mer Rouge entre l'Égypte et la Jordanie, relier l'Afrique à l'Asie. Et là, en plein milieu de la traversée, il y a notre chef d'expédition qui nous dit, hé les gars, il y a Thalassa qui veut un documentaire. Moi, tout heureux, j'imaginais un 26 minutes, j'aurais été l'homme le plus heureux du monde déjà. Un documentaire. Ou alors, si le Père Noël était passé un 52 minutes. Et là, notre chef d'expédition nous continue sa phrase, il dit, Thalassa veut un documentaire. Et ils veulent un 110 minutes. Ça sera le premier 110 minutes de l'histoire de la télévision sur Thalassa. Il est passé le 30 novembre 2012. Et on a fait 3 millions de téléspectateurs. Ça veut dire que c'est possible, non? Je vous laisse regarder la bande-annonce de Nager au-delà des frontières, et je reviens à vous tout de suite. Ah, je vois les gars qui courent là-haut, ils n'étaient pas prêts. Non, raté. Oui, gagné. Regardez, je suis une personne handicapée. C'est dur, hein? Mais dans quelques instants, vous allez oublier. Je serai plus une personne handicapée pour vous. Je serai Philippe Croison. Au début, vous êtes choqués, vous allez voir quelqu'un qui n'a pas de bras et pas de jambes. Mais après, vous ne le verrez plus. Et vous allez voir une aventure. Une belle aventure. De nager au milieu des icebergs comme ça. Tu vois bien qu'on est 2 malades quand même. Oh la vache. Oh, j'ai du mal à avancer avec le fauteuil. Je suis vraiment marre, ce que j'ai vraiment. Là, il y a eu 3
au pays qui est en train de surveiller ce petit bateau qui est en train de se promener en mer. Ouais, quand on voit une mitrailleuse braquée comme ça sur nous, à 50 mètres, l'expédition de la Géodale des frontières prend tout son sens ici. Tous les deux, on relie les 5 continents à la nage. Malgré nos différences de religion, de politique, de couleur de peau, même de handicap, on est tous pareils. C'est un bon message, c'est un bon message. Bah voilà, j'ai plus de bras et je vois le tatouage sur son bras, quoi. Tu prends une grosse claque d'histoire en une fraction de seconde, rien qu'en regardant son bras. La rencontre avec Félix, c'est vraiment une très bonne surprise. J'ai envie de tout donner pour lui. Et de lui dire, regarde, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave ce qui nous est arrivé. On peut y arriver. On peut avoir une belle vie. Non mais je suis qui? J'étais un ouvrier métallo qui était dans son canapé et qui a dit je vais nager. Et là, tout le monde s'est mis en action. Plein de gens que je connais pas. Ils ont dit waouh, allez, faut l'aider. J'ai vraiment été heureux de te connaître. Merci, la roi du Nord. Géodale des frontières. Merci beaucoup. Hop là. Personne ne sera important pour filmer, on ne sait jamais. Mais avant d'en arriver là, avant de traverser la Manche, de relier les 5 continents à nage, ou d'être pilote sur le Dakar, ou de pratiquer le saut en parachute, ou la plongée sous-marine, tout ce qui permet de me sentir vivant et de continuer d'avancer avec une équipe, tout a commencé pour moi le 5 mars 1994. C'est en voulant emporter au mien le meilleur qui m'est arrivé de pire. J'avais un petit garçon, Jérémy, âgé de 7 ans. Un petit bébé allait arriver et la maison était trop petite, il a fallu déménager. Et sur le toit de ma maison, il y avait une antenne de télévision et j'ai voulu la récupérer. En bon bricoleur que je suis, j'ai pris une échelle en aluminium que j'ai plaquée contre le pignon de la maison. Vous voyez ces grandes maisons tourangelles très très hautes avec ces toits en ardoise bien pointus. Je me suis cordé à la cheminée pour pas tomber. J'avais prévu toute la sécurité et j'avais bien vu la ligne électrique derrière, mais je me suis dit ça passe, il n'y a pas de raison. Je déboulonne mon antenne, j'étais très très fort avec les mains, et à un moment donné, pour avoir plus de force, j'ai posé mes 2 tibias sur le barreau de l'échelle en aluminium, ce qui va créer un contact avec la terre et donc va créer un arc. Et là, 20 000 volts vont traverser mon corps. Le courant est rentré par les mains et ressorti par les tibias, et là où le courant est rentré, là où il est sorti, ça a brûlé, enfin, c'était plus que brûlé, puisqu'à la régie d'électricité, ils ont fait une grosse bêtise. Ils ont cru que c'était une branche qui était sur la ligne, et pour faire sauter la branche, ils ont rallumé 3 fois le courant. Au premier impact, c'est un arrêt cardiaque, j'en avais défilé à une vitesse folle, le film est court, 26 ans. Deuxième impact, je reviens à moi, et à partir de ce moment-là, je ne perdrai plus jamais connaissance. Et ils vont rallumer le courant une 3e fois, mais manuellement cette fois-ci, et là, il n'y aura plus d'incident, je vais rester sous tension, je vais faire office de fusible. Et il y a un voisin qui a entendu des déflagrations, qui a vu les coupures de courant, et ce monsieur, il a eu un réflexe extraordinaire, il a mis des bottes en caoutchouc et des gants, il a pris l'extincteur dans le restaurant d'à côté, il est monté à l'échelle, et il m'a éteint à 2 reprises. Et pour lui dire merci, je lui ai fait un clin d'œil. Et depuis ce clin d'œil, on est devenus super potes, vous comprenez pourquoi. Un peu quand même sauver la peau, ce monsieur. Et donc là, les pompiers arrivent, la nuit est tombée, on me descend de l'échelle, tant bien que mal, on m'emmène direction le terrain de foot du village, on me met dans l'ambulance du SAMU, et là, personne ne me parle réellement, et j'entends tout. J'arrive pas à le piquer à gauche, essaye à droite, fais quelque chose, on va le perdre. Et moi, je leur crie dessus, je dis, mais foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille, endormez-moi, endormez-moi, je veux plus avoir mal, je veux plus vous entendre. Et là, dans le haut-parleur de l'ambulance, j'entends le pilote d'hélicoptère qui arrive, et qui demande au médecin urgentiste, il dit, écoutez, j'arrive sur le village de Saint-Rémy-sur-Creuse, allumez la lumière du terrain de foot, je vais me poser sur le terrain. Et là, le médecin urgentiste lui répond, il dit, écoute, on va avoir du mal à allumer, il a tout fait sauter le doigt, c'est un peu compliqué. Bon, il lui a fallu tout taper comme ça, hein. Et le pilote lui répond du tac au tac, il dit, écoutez, moi j'ai pas le droit de me poser dans la nuit, je fais demi-tour, je rentre à la base. Et le médecin urgentiste lui répond, il dit, écoute, si tu t'en vas, il est mort. Et lui aussi, d'un réflexe aussi incroyable que le premier qui était monté à l'échelle, il a demandé aux ambulances de faire un cercle sur le terrain de foot, de faire le maximum de lumière, malgré l'interdiction, il s'est posé sur le terrain de foot. On m'a mis à l'intérieur de l'hélicoptère, le médecin urgentiste est monté avec moi, on met un casque sur les oreilles pour que j'entende le pilote. L'appareil décolle, ça fait déjà un peu plus d'1 heure que l'accident a commencé.
Et là, dans mes oreilles, j'entends une voix toute douce, toute calme. Bonsoir Philippe. Je m'appelle Jean-Philippe Guérin. Je suis le pilote d'hélicoptère, mon garçon. Je suis venu te chercher, mon gars. Tu restes avec moi, hein. Et là, le gars commence à me raconter sa life. Il m'explique que depuis tout petit, il rêvait d'être pilote d'hélicoptère. Donc, il est rentré en gendarmerie pour réaliser son rêve. Il est devenu pilote. Le gars me raconte sa vie. Et je me sens tellement bien, avec cette voix qui me parle dans la nuit. Je me sens tellement bien que mon cœur s'arrête. Le médecin urgentiste me redonne du courant. Bon, j'étais en manque déjà, par une dose. Il me ramène à la vie. Pendant le voyage, je vais faire 2 arrêts cardiaques. Au 2e arrêt cardiaque, le pilote qui était tout calme, tout gentil, penche l'hélicoptère. Il me dit, tu vois la lueur là-bas, c'est Tours, Philippe. Tu restes avec moi, tu m'entends. J'ai pris tous les risques pour toi. Tu peux pas m'abandonner, mon gars. Tu peux pas m'abandonner. Il arrive à Tours, il pose son hélicoptère. Il descend de l'appareil, il fait un petit signe de la main pour me dire au revoir. Et à lui aussi, comme un réflexe, pour lui dire merci, je lui ai fait un clin d'œil. Et depuis ce clin d'œil, on est devenus aussi super potes. C'est marrant, maintenant que j'y pense, à chaque fois que je fais un clin d'œil à quelqu'un, on devient super potes. Hein. On se retrouve sur LinkedIn. Hein. Et là, je vais rentrer dans le service des brûlés à Tours. L'anesthésiste va arriver avec la petite seringue magique. Et enfin, il va m'endormir. Enfin, c'est le soulagement. Et pourtant, ça va être que le début de l'enfer. Pas pour moi, hein. Moi, je vais dormir. Ça va être pour mon père, ma mère, mon frère, mon épouse. C'est à eux que va revenir la décision. Un jour, on va leur dire, on est désolé, on ne peut pas sauver le bras droit. Quelques jours plus tard, on leur dira, le bras gauche, on aura tout tenté. Quelques semaines plus tard, on leur dira, malheureusement, la jambe droite, elle n'est pas viable. Imaginez pour un père, une mère, un frère ou une épouse de prendre ces décisions atroces. Moi, j'ai eu une petite phase de réveil de quelques secondes la première nuit, j'en ai pas le souvenir. C'est ma mère qui m'a raconté cette anecdote. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était un restant d'humour qui était ancré au plus profond de moi-même, où j'avais compris ce qui m'était arrivé et je voulais leur faire du bien, les rassurer. Maman me pose la question derrière la vitre-stérile, elle me dit « Ça va mon garçon ?» Et d'après eux, j'ai eu le temps de répondre, je dis « Là, je crois que je suis cuit-cuit. » Et je me suis endormi pour 2 mois. Et quand je me réveille, au bout de 2 mois, effectivement, je me rends compte qu'il manque 2 bras, une jambe. Effectivement, je vais crier, je vais hurler, je vais pleurer. Mais il restait la jambe gauche. Alors je m'accroche à elle comme une sorte de bouée de secours. C'est peut-être mon côté très optimiste. D'ailleurs, il y a un journal en France, le journal Éco-Réseau, m'a élu l'homme le plus optimiste de l'année 2017. Dans la catégorie électron libre. J'ai trouvé ça sympa. Après, ils m'ont dit, oh pardon, on ne l'a pas fait exprès. Et donc, quelques jours plus tard, une délégation de médecins rentre dans ma chambre et défont les bandages. Et là, je vois mon tibia, et sur mon tibia, une petite pointe noire. Il m'explique que la moelle osseuse est brûlée et qu'on va l'enlever. Et là, je vais m'effondrer une bonne fois pour toutes, je vais même demander pardon à la mort. Je vais dire, j'ai lutté contre toi sur l'accident, mais tu peux pas me laisser là aujourd'hui. Viens me chercher, quoi. J'ai vécu pendant 26 ans avec des bras et des jambes. Est-ce que je peux imaginer avoir une vie sans bras et sans jambes? C'est impossible, je ne peux pas imaginer ça. J'ai juste envie de partir, ce qui est un réflexe normal. Vous savez, quand vous rentrez dans l'univers du handicap, ou que vous avez une thune, n'importe laquelle, au travail, une peine de cœur, un problème familial, un problème au travail, ou alors le coronavirus, vous avez 5 phases à franchir. 5 phases obligatoires pour vous reconstruire. La première, je crois que je vais l'expliquer un petit peu, c'est la négation. On refuse ce qui nous arrive, on refuse la punition, on refuse la sanction. Vous savez, avec les fameux « pourquoi ?» Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi? Il n'y a pas de réponse au pourquoi. Les pourquoi, ils sont là pour vous harceler, pour vous piquer. Après, vous avez la phase de négociation. Moi, en l'occurrence, une fois que le personnel soignant était parti, ou la famille, je devais négocier entre vivre ou mourir. Je devais faire un choix. Il y a une partie de mon cerveau qui disait « laisse tomber, c'est foutu. Tu ne feras plus jamais de ta vie, mon gars, c'est maintenant, ça s'arrête. » Et il y a une autre partie qui dit « attends, peut-être que. Souvenez-vous au début du coronavirus, le premier confinement, ce que vous avez vécu, la négation, la négociation. Est-ce que je peux vraiment sortir? Est-ce que j'ai le droit d'aller chercher mon pain? Est-ce que je peux... Hein? Vous vous rappelez de ça? Et après arrive la phase de dépression, la fameuse phase de colère, et la phase du retour à la vie, l'acceptation. Moi, j'ai réussi à franchir ces 5 phases grâce à ma famille et mes amis. Ma famille et mes amis ont été mon premier tuteur de résilience. Ils ont toujours été à mes côtés pour m'épauler. Et surtout, les 5 phases que je viens de vous expliquer, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Et surtout, il n'y a pas de durée de temps prédéfinie. Une phase peut durer 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 1 an, ou toute la vie. On peut rester bloqué sur une phase toute sa vie si on n'a pas une épaule avec qui parler, avec qui pleurer, s'exprimer. Et donc, je suis dans ce milieu stérile, j'ai envie de partir, et tout le monde vient tenter sa chance pour essayer de me ramener la vie.
Mon père a tenté sa chance, pas entendu. Ma mère, mon frère, mon épouse, rien n'y faisait, je voulais partir. Même ma grand-mère, si je suis là aussi, je dois aussi à une personne, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était un pilier, c'était un roc dans ma famille. Elle m'a élevé aussi quand j'étais tout petit. Et elle est venue derrière la lettre stérile, elle m'a dit « Allez mon petit garçon, je te ferai du fromage blanc, puis de la banane écrasée, comme quand tu étais petit. » Je ne l'ai pas entendu. J'avais même un psy à l'ancienne. Vous voyez le psy à l'ancienne avec le calepin et le stylo, là, vous le voyez lui là, hein, et qui ne parle pas. Alors j'avais un médecin-chef qui était très très dur, hein, qui est rentré dans ma chambre, Philippe, on n'a pas coupé assez haut, hein, à tel heure au bloc. Oups. Et après vous avez le petit qui rentre, ça va? Bah non. Et après il se met là à côté de vous avec son calepin et son stylo, puis il parle plus de là. Je pense que tu veux me dire quelque chose. Non, j'ai rien à te dire, dégage. Je pense que tu veux me parler. Non, non, rien. Je pense qu'il voulait que je rentre dans la phase la plus importante. Il voulait que je rentre dans ma phase de colère. Que je m'exprime. Que je sorte cette rage, cette haine de l'accident. Il n'a pas réussi. Et c'est un oncle de mon ex-femme qui est venu tenter sa chance, lui aussi, avec sa petite phrase anodine. Et qui me dit, écoute Philippe, moi j'ai perdu mon papa très jeune, toi t'es encore vivant mon garçon. Pense à Jérémy qui t'attend. Et il continue sa phrase, il dit, pense aussi à Grégory. Parce que mon petit bébé, il est né 2 mois après l'accident. Quand je suis arrivé au monde une nouvelle fois, mon petit bébé il est arrivé au monde en même temps que moi. Et là il va avoir la phrase qui va me ramener à la vie, il me dit, tu crois pas que ce serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie, tête de garçon? Et pour moi c'était un coup de jeu, mais virtuel cette fois-ci. Et à partir de ce moment-là, j'avais décidé de vivre. J'avais décidé de me battre. Et dès que mon père venait dans la voiture, papa renseigne-toi, je veux les meilleurs spécialistes sur les prothèses. Papa renseigne-toi, j'ai vu un ancien pilote de Formule 1, Philippe Streff, il est tétraplégique papa, je viens de le voir au tout le journal, il conduit une voiture. Je pourrais reconduire papa. Papa renseigne-toi, je vais refaire de la plongée sous-marine. Il me fallait une tonne d'informations pour redémarrer ma nouvelle vie. Mais avant de continuer mon parcours, il faut que je vous explique une erreur de mon père. Une erreur monumentale. Il n'a pas fait exprès. Il a voulu me protéger. Et je suis sûr que certains d'entre vous vont se reconnaître à travers mon père. Pour comprendre, mon père c'était le chef d'entreprise de la famille. C'était le manager des amis. Mon père, il prenait les informations auprès du personnel soignant et il redistribuait de l'autre côté, c'était le tampon. Et mon père avait joué le rôle de vouloir protéger tout le monde. Et il avait dit à ma famille, ceux qui ont le droit d'aller voir Philippe en milieu stérile, pas de problème. Mais je veux que personne ne pleure devant lui. Je veux qu'on lui montre qu'on a une famille forte, qu'on a des amis soudés. S'il y en a un qui pleure devant lui, je vous préviens, ça sera entre lui et moi après. Alors imaginez, derrière ma vitre stérile, sur mon lit d'hôpital, je les voyais tous passer les uns après les autres. Les plus courageux tenaient entre 30 secondes et 1 minute, maximum. Ils avaient tous envie d'aller prendre un café ou boire un verre d'eau ou aller fumer une cigarette. Il n'y en a pas un qui pleurait devant moi. J'étais là, oh, tout le monde s'en fout, quoi. Personne ne pleure. Mais alors ça veut dire que... Mais alors ça veut dire que moi aussi, il faut que je sois fort. Mais alors ça veut dire que moi aussi, il ne faut pas que je leur montre ma douleur. Ça veut dire que moi aussi, il faut que je les protège. Le pire des poisons qui puissent exister sur la Terre, ne pas parler, ne pas communiquer, ne pas dire ce qu'on le ressent. Parler quand ça va bien, mais parler aussi quand ça va mal. Expliquer les choses. Et donc on va jouer ce rôle, vous allez le voir, pendant 7 ans. Pendant 7 ans, tout le monde va jouer le rôle de tout va bien, je vais bien. Tout le monde va s'autoprotéger les uns les autres. Et vous allez voir que c'est pas bon du tout. Et donc je vais rester dans ce milieu stérile à peu près 3 mois. Et après je vais aller dans mon premier centre de rééducation à Paris, dans le 94, à Valenton. Et quand j'arrive là-bas, le médecin-chef il me dit, écoute Philippe, dans l'état où tu es, on pense que ton petit bébé marchera avant toi. Ça, c'était pas trop genre de bêtises qu'il fallait me dire, parce qu'à partir de ce moment-là dans ma vie, je vais fonctionner par objectif à atteindre. Un objectif plus ou moins loin, un objectif plus ou moins dur, mais un objectif pour continuer à vivre. Et j'ai regardé ce médecin-chef, j'ai dit, vous savez quoi? Dans 5 mois, c'est les 50 ans de mariage de mes grands-parents. Dans 5 mois, il faut que je sois debout contre ma grand-mère. Mais ça va être compliqué, mon garçon. Je dis, on verra bien. J'avais 2 heures d'éducation le matin, 2 heures l'après-midi. La première semaine, j'ai pas d'énergie folle, il me reconvoque, il dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, il se passe que mon petit bébé, il a 300 km. Mon grand garçon, il a 300 km. Celle que j'aime, elle a 300 km. Il dit, ton épouse, elle a 3 mois d'arrêt de maternité? Je dis, oui. Et là, il dit un truc de dingue. Il dit, bah, fais-les venir ta petite famille, on va préparer une chambre pour eux avec toi. Pendant 3 mois, j'avais toute ma petite famille avec moi dans le centre de rééducation. Vous imaginez, le bébé, il faisait tous les services. Et là, je faisais 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Après, je fonçais dans ma chambre, je demandais à Muriel de me tenir le haut des jambes, je faisais abdos-dorsaux, abdos-dorsaux, abdos-dorsaux. Il fallait que je me muscle le plus vite possible. Pendant ce temps-là, les prothésistes m'avaient fabriqué des grosses prothèses monoblocs. C'est des prothèses qui remontent jusqu'aux fesses. Elles pèsent 1 tonne. Elles sont pas faites pour marcher, elles sont en plâtre avec un tube en ferraille et un pied en bois. Et elles sont faites pour vous allonger sur une table. On vous attache, comme ça, on vous sangle, et on vous remonte de quelques degrés chaque jour, tout doucement, pour retrouver une verticalité, pour que le cerveau retrouve la verticalité. Et un jour, j'étais dans cette pièce, oh, je dis, ça va pas assez vite leur truc là.
J'avais vu qu'il n'y avait pas de médecin, pas de kiné. Et surtout, j'avais repéré que le bouton était juste à côté de mon bras. Quand j'ai accéléré le moment, moi j'appuie sur le bouton, waouh, pam, la table elle fait waouh, pam. Je suis tombé dans les pommes, je me suis fait engueuler par les kinés, les médecins, ouais, t'as un grand malade, calme-toi. Ouais, t'as raison, j'ai un objectif à atteindre. Moi. Et 4 mois après mon arrivée à Valenton, j'avais fini ma verticalisation. J'ai demandé à 2 kinés de me mettre debout. Il m'avait mis les prothèses comme ça. Mon petit bébé était dans le landau. Muriel me filmait avec une petite caméra. Les 2 kinés m'ont sorti du fauteuil. J'essayais de trouver mon équilibre, il me tenait pour pas que je tombe. Ah oui, pour l'anecdote, il m'avait mis entre les barres parallèles. Ça devait être un réflexe, je sais pas. Après, ils ont enlevé les barres parallèles et il me tenait très très fort comme ça. Et là, je me suis penché sur la gauche tout doucement, tout doucement, tout doucement. La jambe droite a commencé à bouger. Elle pesait une tonne, j'arrivais pas à la soulever. Je suis parti vers l'avant, je fais... Oh, j'ai fait un pas cette journée-là. J'ai regardé mon petit bébé, j'ai fait yes. On m'a vite démonté les prothèses pour que j'aille vite chialer un bon coup dans ma chambre. Et un mois après, je suis retourné à Saint-Rémy-sur-Creuse, dans le village où j'ai eu mon accident. La salle des fêtes était pleine à craquer. Personne ne savait que j'arrivais. Il y avait toute la famille, tous les amis qui étaient dans la salle des fêtes. Pour les 50 ans de mariage de mes grands-parents, il n'y avait que mon père et mon frère qui le savaient. Je suis venu en ambulance avec un des kinés. Il m'a mis ses grosses prothèses, j'avais toujours pas marché. Mon père me tenait d'un côté, mon frère de l'autre. Les 2 portes se sont ouvertes, je suis rentré en marchant comme ça, je fais... Et là, je me suis arrêté, je dis, oh zut, j'aurais dû être sponsorisé par Kleenex. Et j'ai continué vers mon objectif, ma grand-mère, que j'ai attrapée avec mes petits bras musclés, je lui ai fait un gros câlin et j'avais réussi mon premier pari dans ma vie. Marcher pour les 50 ans de mariage de mes grands-parents. C'est à ce moment-là que j'ai compris que l'impossible n'existait pas. Que l'impossible c'était juste à nous. C'est quoi nos rêves? C'est quoi nos envies? C'est quoi nos objectifs? Je vais rester dans ce centre de rééducation à peu près 18 mois. Et après je vais aller dans un autre centre de rééducation à Carpap en Bretagne, où là j'ai rencontré mon mentor. L'homme qui a changé ma vie. L'homme qui a changé mon regard. Pour être honnête, j'avais peur. J'avais peur et j'avais honte de mon nouveau schéma corporel. Je ne savais pas comment affronter le monde extérieur. Et je m'en souviendrai toujours, je suis arrivé avec mon fauteuil électrique. Je rentre dans son bureau et le gars il me regarde et il me dit « Tu sais pisser tout seul ?» Je fais « Waouh !» Je dis « On se dit pas bonjour d'abord, enfin une phrase quoi, bonjour, tu sais pisser tout seul. » Ça me paraît évident quoi, je veux dire. Il dit « Je t'ai posé une question simple, tu sais pisser tout seul ou pas ?» Je dis « Non, j'ai besoin d'un coup de main. » Il dit « Tu manges seul quand même ?» Je dis « Non, j'ai besoin d'un coup de main. » Il t'as fait quoi à Paris? Bah, des prothèses, je marche quoi. Il dit « Ok, il était là pour 3 semaines pour ton permis de conduire. Dans 3 semaines, tu auras ton permis de conduire. Dans 3 semaines, tu sauras manger seul. Dans 3 semaines, tu sauras pisser seul. Dans 3 semaines, tu sauras faire ça, 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 ça. » J'ai plus appris en 3 semaines en autonomie qu'en 18 mois à Paris. Et dans son bureau, il y avait une porte où il y avait marqué interdit. Il m'a regardé, il m'a dit va l'ouvrir. Et moi qui étais encore tout timide, je lui ai dit mais pourquoi vous ouvrez cette porte? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi le but? Et là, il a continué, il dit parce que pour toi, mon garçon, aujourd'hui, rien n'est interdit, mon gars. Ose. Tente ta chance, malheureux. Et surtout, attends pas que les gens viennent vers toi. Va les chercher, provoque-les, mon gars, demande-leur un coup de main. Comprends que de demander un coup de main, vis-le pas comme un moment de déshonneur, vis-le comme un moment de partage. Fonce! Et depuis ce temps-là, je l'ai écouté. Enfin, pas tout de suite, tout de suite. Parce que le plus dur dans ce que je viens de vous expliquer, c'est pas l'accident. Encore quoi que peut-être quand j'ai reçu ma facture EDF, mais bon, ça c'est un autre détail. On va le désaler. Le plus dur, c'est pas l'accident. Le plus dur, c'est pas le centre de rééducation. Même si le centre de rééducation, c'est des litres et des litres de larmes et des litres de sueur. Pour moi, le centre de rééducation, c'est de la franche camaraderie. C'est du retour à la vie. J'ai que des bons souvenirs là-dedans, moi. Le plus dur, le plus violent, c'est ce que vous avez vécu au début du confinement. Le retour à la maison. Il n'y a rien de pire que le retour à la maison. Le premier jour, la première semaine, même les premiers mois, la famille, les amis sont là. Mais après, tout le monde reprend sa vie, c'est normal. C'est pas eux qui ont eu un accident. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai fait 2 erreurs. La première, j'ai dit bonjour à une amie, la télévision, dont je me levais de bonne heure le matin, vers 3-4 heures du matin. Non, je me levais de bonne heure le matin vers 15h, 14-15 heures, et je me couchais vers 3-4 heures du matin. Et pendant 7 ans, j'ai fait lit, canapé, canapé, lit. J'avais pas compris le message du docteur Vunel. Je suis rentré, excusez-moi dans ce que je vais dire, dans ma phase gros con. Dans ma phase où tout m'est dû. C'est moi qui l'ont donné m'écouter, ouais. Et surtout, la deuxième erreur, j'ai cru que mon infirmière et mon aide-soignante étaient mon épouse. Chérie, j'ai soif, un verre d'eau, s'il te plaît, oui. J'ai envie de faire pipi. Non, mais t'as peut-être faire pipi tout seul, vas-y, enfin. Tu rigoles, je regarde la télé. Je suis au canapé. Tu ramènes un truc, fais pipi au canapé, enfin. Tu viens, les enfants sont à table, on va manger. Non, t'as pas compris. Je regarde la télévision. Tu m'amènes un plateau télé, oui. Voilà. Pendant 7 ans, j'ai regardé la télévision dans mon canapé. Et au bout de 7 ans, mon épouse, elle a tenu le choc quand même pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, elle est partie. Et c'est seulement au bout de 7 ans que je suis rentré dans ma phase de colère. Je ne m'étais pas accordé cette phase de colère. Et au bout de 7 ans, je rentre dans cette phase de colère terrible. Et là, bizarrement, pendant ces 7 ans, je me suis dit, si ça arrive, c'est à moi de partir, c'est pas eux.
Et là, je voulais remettre fin à mes jours. Donc, j'ai pris ma voiture, j'avais mis mes protèges, j'ai pris ma voiture, j'ai descendu à l'épicerie de mon petit village, j'ai demandé à mon épicier, j'ai acheté une bouteille d'alcool, parce que je ne bois pas normalement beaucoup d'alcool, mais là, j'avais acheté une bouteille d'alcool pour me donner un peu de courage. Et puis, vu que je ne pouvais pas l'ouvrir, j'ai demandé à mon épicier de l'ouvrir, et puis de la poser sur mon siège passager de voiture. Il est sympa, mon épicier. Hein. Et j'ai été me garer au bord de la rivière, j'ai bu quelques gorgées d'alcool, pour me donner un peu de courage. Je suis sorti de la voiture, déjà je voulais nager à l'époque avec ces prothèses-là, autant dire que j'aurais coulé très très vite. Et je me suis dirigé vers la rivière. Mais alors, comment dirais-je, marcher avec des prothèses, quand on n'est pas bourré, c'est pas facile. Quand on est bourré, on va pas loin. Donc, je suis tombé dans l'herbe très rapidement, et là on m'a retrouvé quelques heures plus tard, les pompiers m'ont emmené à l'hôpital, on avait prévenu mes parents, et mes parents m'avaient ramené mon fauteuil. Et là j'entends ma mère qui pleure, et mon père qui hurle dans le couloir, et mon père fonce sur moi, il me dit « Mais pourquoi tu nous fais ça maintenant? Pourquoi maintenant mon fils? Pourquoi maintenant ?» Je dis « Mais pourquoi on n'a pas parlé, papa? Pourquoi tu m'as rien dit pendant 7 ans? Pourquoi on n'a pas dit ?» Et quand j'ai eu besoin d'un psy, j'ai demandé un psy, un coup de main. C'est moi qui ai demandé le coup de main. Mon père a besoin d'un psy, ma mère a besoin d'un psy, mon frère, mes 2 enfants, mon ex-femme. Tout le monde a besoin d'un psy 7 ans plus tard. Parce qu'on s'est tous protégés les uns les autres. On ne voulait pas expliquer ce qu'on avait vécu le jour de cet accident. Et je vais travailler pendant 1 an avec les psys. Au bout d'1 an, je me sens bien. Je réunis ma famille, je dis pardon. Excusez-moi, j'ai peut-être été méchant, mais maintenant je me sens bien, je vais redémarrer une nouvelle vie. Et j'ai vécu comme ça pendant 3 ans avec mes 2 garçons. La maman était pas loin, c'était open bar pour les enfants, ils faisaient ce qu'ils voulaient, soit chez papa, soit chez maman. Et un jour, je me suis dit, mais je suis pas fait pour vivre tout seul, moi. Mais j'avais le trouillomètre à 0, quoi. Qui allait être capable d'aimer un mec comme moi? Un mec qui avait pas de bras et pas de jambes. Alors, on vit une époque formidable. Il y a Internet. Bon, bah, j'étais terre à tour sur un site de rencontre, hein, j'étais terre à tour sur Mythique. Bon, j'avais mis une photo, mais avec ma tête. Hein. Parce que je veux dire, première effet qui se coule, deuxième effet qui se coule. Bon, je discutais avec les dames. Hein. Oh, t'es un mec sympa, qu'est-ce qu'on rigole bien. Oh, j'adore ta philosophie de vie. Oh, j'aime bien comment tu parles des enfants. Et au bout de 3 ou 4 semaines, c'était la dame qui me disait, hé, si on se rencontrait. Oh là, il y a un petit truc que je t'ai pas dit. Enfin, 4 détails, tu vois, pas grand-chose. Voilà, je suis une personne handicapée, ça t'embête pas, hein. Bah, réponds-moi, quoi. C'était fini. J'avais dit le mot fatidique. Le mec sympa, jovial, qui adorait les gosses, jeter la poubelle. Et là, ça faisait quand même, vous avez compris, je suis un peu têtu, ça faisait quand même plusieurs mois que je me ramassais râteau sur râteau. Et là, je me suis dit, mon gars, stop, arrête-toi, ouvre un peu les yeux. Vous savez, des fois, on est dans un objectif, on fonce, et on oublie de s'arrêter, de s'ancrer un petit peu, et d'ouvrir les œillères, et même de faire un petit peu marche arrière pour voir comment on peut s'orienter. Et là, c'est ce que j'ai fait, je me suis arrêté, j'ai ouvert les œillères, et je dis, là, mon gars, peut-être que tu recherches trop la princesse idéale, toi en tant que prince charmant. Merci pour votre réaction. Je croyais qu'on était amis, on a fait des clins d'œil, je vous rappelle. Et donc, je me suis dit, mon gars, peut-être que voilà, tu recherches trop la princesse. Et ce qui est assez extraordinaire sur ces sites de rencontres, c'est qu'on choisit ce qu'on veut. Il y a des cases. Hein, il y a un questionnaire, blonde, ok, d'accord, forte, non, j'ai des prises. Hein. 2 bras, je coche, ça fait utile. Voilà, on choisit ce qu'on veut. Et là, j'ai vu passer une fiche, mais alors, tout le contraire de ce que je recherchais. Du bon, m'intéresse pas trop. Bon, je vais quand même envoyer un petit message, on sait jamais, hein, sur un malentendu. Ça faisait quand même 3 ans, j'avais la dalle. C'est moche. Même moi, en 10 ans, j'ai honte. Et là, je lui ai dit, et vu qu'elle m'intéressait pas trop, je lui ai envoyé un message complètement stupide, je lui ai dit, écoute, comme tu le vois sur la photo, j'ai les cheveux dans le vent, mais le vent était trop fort, je les ai pas retrouvés. Et je dis, mon gars, si elle répond à ça, t'es le roi du monde, t'es un champion. Et elle m'a répondu par un message aussi stupide, elle m'a dit, écoute, si le vent soufflait vers moi, je te les ramène. Bah, je les ai mordus. Et là, on s'est mis à se parler, on a passé des heures et des heures au téléphone, et un jour, elle est venue une première fois à la maison, une deuxième fois, et la 3e fois, elle est venue avec un bouquet de fleurs, des roses rouges, c'est pas le garçon qui fait ça normalement, et elle m'a dit, écoute, je crois bien que je t'aime. Je dis, écoute, bah ça tombe bien parce que je crois bien que moi aussi. Et vous voyez, ça fait 15 ans qu'on est ensemble avec Susanna. Susanna, elle a 3 filles, moi j'ai 2 garçons, on a aussi un chien à vendre, 3 chats, un cochon d'âne et un poisson rouge. Tout est possible. Tout est possible. Pourquoi? Parce que j'ai osé. J'ai tenté ma chance. J'ai été vers l'autre. Et là, j'ai compris que ça fonctionnait. Et ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, toutes les petites familles recomposées. Et un jour de Noël, les 5 enfants se mettent autour de moi, et le plus grand, Jérémy, me tend une enveloppe, il me dit « Joyeux Noël, papa ». Et à l'intérieur de cette enveloppe, un de mes vieux rêves, un saut en parachute. Je dis « Oui, les enfants, je voulais sauter en parachute, ça c'est quand j'avais des bras et des jambes, là, papa, non, toi, non, mais c'est bon, papa, on a tout organisé, tu vas faire un saut en parachute à 4200 mètres d'altitude, papa.
Là, j'ai commencé à soupçonner qu'ils voulaient se débarrasser de moi. Je sais pas pourquoi. Et là, j'étais faire ce saut en parachute. Et là, il y a plein de journalistes qui sont venus. Il y avait à l'époque Jean-Luc Delarue, France 3, la presse écrite, la radio et tout. En même temps, c'est la première grosse bêtise que je faisais. En même temps, c'était facile de faire venir les journalistes parce que c'est, comment dirais-je, la première fois qu'on voyait un poulet prêt à cuire sauter d'un avion. Waouh! Ouais, je sais, celle-là, elle n'est pas terrible, mais bon. Par contre, ne me regarde pas comme ça, je te promets, il n'y avait pas la broche à l'arrivée. Hein. Mais par contre, il y avait une journaliste de France 3 qui est venue vers moi qui m'a dit « Philippe Croison, vous avez fait un saut en parachute, c'est génial. C'est quoi votre prochain rêve? C'est quoi votre prochain objectif ?» Et quand cette journaliste de France 3 me pose la question, je me souviens d'une chose que j'avais vue sur mon lit d'hôpital quand je me suis réveillé 2 mois après mon accident, que j'avais décidé de vivre pour mes 2 garçons et pour moi. Un vendredi soir, 2 mois après mon accident, j'ai demandé à une infirmière d'allumer la télévision. Un vendredi soir, 2 mois après mon accident, j'ai demandé à une infirmière d'allumer France 3. Un vendredi soir, 2 mois après mon accident, j'ai regardé Thalassa. Et j'ai vu une jeune fille traverser la Manche à la nage. Marion Hans. Elle avait 17 ans. Elle avait fait une première tentative à l'âge de 16 ans qui avait échoué. Elle était revenue 1 an après, cette gamine, pour retraverser la Manche à la nage, réaliser son rêve. Et moi, je ne connaissais pas encore le phénomène du dépassement de soi. Je n'avais pas encore été en centre de rééducation. Et je vois cette fille qui se bat contre les éléments et son équipe qui l'encourage. Allez, Marion, tu vas y arriver cette fois-ci. Nage, Marion, nage. Et moi, je suis capté par les images. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai juste oublié. J'ai juste oublié on m'avait enlevé mes bras et mes jambes. Je voyais la télé, je fais waouh. Pourquoi pas moi un jour? Pourquoi moi je ne traverserais pas la Manche à la nage? Et voilà, c'est rentré dans ma petite tête. Pourquoi pas moi un jour? Et souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, 16 ans plus tard, il est passé où nager au-delà des frontières? Sur Thalassa. C'est incroyable le destin, non? Et la traversée de la Manche, c'est pas un truc qui me harcelait, hein. Je me suis juste dit, pourquoi pas moi un jour? Et de temps en temps, j'en parlais à ma famille ou à des amis, mais personne ne voulait me croire. Qui pouvait imaginer que j'allais traverser la Manche à la nage? Je me souviens, une fois, je l'avais dit à mon père, on était à Noirmoutier, en Vendée, sur le port de l'Herbaudière, j'étais dans mon fauteuil électrique, je regardais l'île du Pilier au large, j'ai dit, « Hé, papa, un jour, je traverserai la Manche à la nage, papa. » Et mon père, il m'a pas répondu cette journée-là. Mais j'ai vu dans ses yeux, il s'est dit, « Oh merde, il n'a pas que les vrais les gens qui ont cramé, lui. » Il a dit, « Ah, voir qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Allez, viens, mon fils, on rentre. » Alors quand cette journaliste de France 3, 10 ans plus tard, me pose la question, c'est quoi votre prochain rêve? C'est quoi votre prochain objectif? Ben, je lui lance comme une sorte de bouteille à la mer. Je dis, ben, peut-être qu'un jour, je traverserai la Manche à la nage. Et un bon journaliste qui se respecte, elle me dit, si un jour vous le faites, vous me le dites. Hein. Oui, bien sûr. Allez, au revoir. Hein. Et je rejoins ma famille et mes amis, je leur dis même pas à eux, j'ai dit ça à ces journalistes. Et 4 mois plus tard, cette même journaliste me rappelle, elle me dit, voilà, Philippe Croison, je vous ai rencontré au terrain d'aviation, et j'aimerais vous inviter au plateau du 19-20 de France 3. Oh, je dis, ouais, la télévision, j'ai jamais fait télé de ma vie, moi. Mais c'est quoi l'intérêt, c'est quoi le but? Elle dit, voilà, il y a le président de la République, Nicolas Sarkozy, qui va faire un discours sur le handicap. Et on aimerait inviter quelqu'un de lambda pour réagir au discours du président de la République. Je dis, bon, bah, j'ai jamais fait télé de ma vie, bon, on y verra, on va voir comment ça se passe. Pour comprendre ce qui va se passer maintenant sur ce plateau télé, mon mode de fonctionnement aujourd'hui, c'est, j'ai d'abord une idée. Je prends les informations. J'ai peur, mais c'est trop tard. L'aventure est lancée. Alors que beaucoup trop de gens, malheureusement, dans notre société, ont des rêves, des envies, des objectifs. Mais en deuxième position, ils vont se faire peur, sans avoir les informations. Avec la fameuse phrase, qu'est-ce que je risque? C'est fini. Il vient de s'enlever 80% de chance d'y aller. Juste en se faisant peur en deuxième position. Et donc, je vais sur le plateau télé, je réagis au discours du président de la République, tant bien que mal. Et à la fin de l'interview, la journaliste que j'avais vue sur le terrain d'aviation avait passé une information à sa collègue sur le plateau télé, mais apparemment pas une bonne information. Et là, en plein direct, la journaliste me dit, alors comme ça, Philippe Croison, vous allez traverser la Manche à la nage, hein? Et là, mon cerveau, il fait foum, 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 foum. Il a qu'une note, il veut se barrer le truc. Et là, il y a un vieux tiroir qui s'ouvre, plein de toiles d'araignée, plein de poussière. Il y a un mot qui sort de là-dedans sans que je le contrôle. Et en plein direct à la télévision, j'ai fait, oui. Et là, tu dis, putain, tu viens de dire oui, t'es dingue. Et là, je pars dans un délire total sur le plateau télé. Je dis, oui, d'ailleurs, les ingénieurs travaillent sur les prothèses. Et la phrase qui est venue derrière dans ma bouche, je ne sais même pas comment elle est venue dans ma bouche. Je connaissais personne dans mon département, je connaissais aucun élu. Je venais de sortir de mon canapé. Et là, je continue mon délire. Je dis, oui, d'ailleurs, il y a mon département, le département de la Vienne, et à 100% derrière moi pour me soutenir. Ils n'étaient pas au courant non plus.
Et là, le journal télévisé s'arrête, Susanna est derrière la caméra, je sors du plateau de télé, et là, je vois sa tête, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, elle me regarde, elle me dit c'est quoi la traversée de la Manche à la nage? Et là, je la regarde, j'ai dit je sais pas. Elle dit comment ça, tu sais pas? Je dis non, j'ai vu ça il y a 10 ans sur mon lit d'hôpital, et on rentre à la maison, et pour la première fois de ma vie, je tape traversée de la Manche à la nage, et là, je vois 34 km à vol d'oiseau. Oh la vache, je sais pas nager, moi. Température de l'eau, 14 degrés. Taux de réussite chez les valides, depuis 1875, 10%. Oh la galère! Donc moi je suis parti là. Donc la première personne à convaincre, bien sûr, c'est Susanna. Je la regarde droit dans les yeux, je dis écoute chérie, j'y vais seulement si tu me dis oui quoi. Et par amour, et par ignorance. Elle a dit oui. T'es sûr? Elle a dit oui. Donc mon deuxième réflexe c'est d'appeler le département de la Vienne. Ah oui bonjour. Et là je suis tombé sur la secrétaire du président. Oui bonjour, elle m'appelle Philippe Croison, j'ai un rêve. Et elle m'arrête, elle dit oui, on vous a vu hier soir à la télé, oui. Et elle dit justement, il y a le président qui est passé ce matin, elle dit si Croison appelle, vous me le passez. Je dis le président directement, j'étais encore tout timide à l'époque. Et elle dit ben, je vous passe le président. Et elle me passe le président. Et vous savez, on peut critiquer les hommes et les femmes politiques autant qu'on en veut. Hein. Il paraît qu'on a le droit, mais il y en a qui font vraiment le job. Je parle de lui comme ça parce que c'était une sorte d'histoire d'amour entre lui et moi, mais un truc de dingue. C'était un humaniste, ce président-là. Il a arrêté sa carrière parce qu'il était très fatigué. Et je dis oui, bonjour président, voilà, je traverse la Manche à la nage, pour les ingénieurs, des prothésistes, une équipe, ça va coûter un peu d'argent quand même. Hein. Vous croyez que mon département peut m'aider? Après un petit moment de silence comme celui-ci, j'entends une voix de l'autre côté qui dit bah écoutez, je pense qu'on n'a pas trop de choix. Et c'est comme ça que mon département est rentré dans l'aventure. Fort de ce succès, je vais voir l'élu au sport de ma ville, Châtellerault. Je rentre dans son bureau, le gars il me dit t'as besoin de quoi? Je dis bah un accès à la piscine, déjà c'est bien pour nager quand même. Il dit ok, accès à la piscine limité. Moi je commence à repartir, il dit tu vas où? Je dis bah je vais voir mon prothésiste, ça y est, il va fabriquer les prothèses de nage. Je vais traverser la Manche à la nage. Il dit d'accord, il dit ton équipe c'est qui, c'est quoi? Bah c'est Susanna et moi. Je vous dis, un petit lapin de 6 semaines qui venait de naître. J'avais 40 ans, j'étais gras comme un lardon. J'avais jamais fait sport de ma vie, je sais pas ce que c'était. Enfin j'étais un sportif canapé quoi. La boisson gazeuse, le paquet de chips, les gens le foot à la télé quoi. Celui qui est passé ce matin je crois. Et donc il me dit d'accord, mais il dit ton équipe dit tu voudrais pas un entraîneur parce que la ville pourrait te fournir un entraîneur. Ah je dis ouais un entraîneur ça doit être bien, ça doit être motivant ça. Il m'a trouvé un entraîneur. Vous connaissez Philippe Lucas? Ouais, bah, j'ai eu le même mais en fille. Valérie Carbonel, elle a eu un objectif en 2 ans, m'engueuler tous les jours. Un vrai coach sportif quoi. Donc il y a Susanna, Valérie, ma ville, mon département, ça va une vitesse incroyable. Je vais m'en prothèser, je dis vite fabrique-moi des prothèses de nage. Je dis Philippe, on fait pas ça. Ben je dis c'est pas grave, tu fais une emboîture, tu mets hop, un pied à l'envers, une palme au bout et ça y est, ça fait une prothèse de nage. Il m'a fabriqué des prothèses très très vite. Trop vite. 3 kilos par jambe. Avec de la mousse expansée à l'intérieur, 2 pommes Décathlon au bout, enfin 2 grosses cochonneries quoi. Et là, il a mis 1 mois et demi pour fabriquer les prothèses. Pendant les 1 mois et demi, je continuais à monter mon équipe. J'appelle Arnaud Chasserie, avec qui après j'ai relié les 5 continents à la nage, ouais. Jacques Tuzet, qui n'est pas très loin d'ici, qui est un nageur en longue distance. J'ai pris 2 gars qui avaient réussi à traverser de la Manche à la nage, je les intègre dans mon équipe. Ensuite, je vais voir l'ancien kiné de l'équipe de France de football, de 98, Bruno Klein. Le gars, quand je suis rentré dans son bureau, je lui ai dit je vais traverser la Manche, il est sorti en courant de son bureau, il cherchait des camions, il croyait que c'était une caméra cachée. Je lui ai dit non, j'ai besoin vraiment de toi, et il a intégré l'équipe, après un préparateur physique. Et le dernier que j'avais été voir, c'était mon cardiologue, parce que j'avais peur de lui. Et quand je rentre dans son bureau, il dit toi je t'ai vu à la télé, j'ai lu la presse, c'est non. Il dit je t'attendais de toute façon. Il dit toi tu es dans ton canapé, il dit jamais tu pourras traverser la Manche Philippe. Ton cœur il est gros comme ça, il est énorme comme une pomme de terre, hein. Il est bourré de graisse, et je te rappelle que ton cœur a été brûlé, parce que le cœur a été brûlé sur le côté gauche, le ventricule gauche, et il y a 2 grosses cicatrices qu'il a un petit peu explosé aussi. Et donc il me dit, jamais ton cœur tiendra. Je dis, bah c'est pas grave, je te souhaite une bonne journée, je commence à repartir. Ah il dit, arrête. Parce qu'il me connaissait, il dit, ton kiné c'est Bruno Klein, je dis oui. Il dit, alors on va préparer ton cœur avec Bruno. Donc pendant 1 mois et demi, pendant que le prothésiste fabriquait les prothèses, on a commencé à dégraisser le cœur tout doucement, à le remettre en pression, à refaire un peu des abdos, des dorsaux, le monter. Au bout d'1 mois et demi, les prothèses sont prêtes, le cœur n'est pas prêt, mais l'équipe est prête. Je réunis tout le monde au bassin à Châtellerault, à la piscine. Le bassin il fait 25 mètres de long, 4 mètres de profondeur. Tout le monde est autour de moi, toute l'équipe. Susanna me met ses grosses prothèses monstrueuses. Elle me dépose délicatement dans l'eau. Il y en a qui ont déjà compris, hein. Je coule. Ah oui, un détail important, j'avais pas dit à mon équipe que je savais pas nager, je voulais leur faire la surprise. Bon bah là, c'était réussi. Alors à un moment donné, j'arrive à 4 mètres, et vu que je peux pas décompresser mon nez, bah, j'ai un peu les oreilles explosées. Et puis à un moment donné, bah, j'ai plus soif. Donc mon entraîneur saute à l'eau pour me sauver la vie. Et elle me remonte à la surface. Et je me suis dit, tout en remontant à la surface, je vais mettre des pattes comme ça. Je vais me mettre sur le dos, je vais battre des pattes. Ni vu ni connu. Et c'est ce que je fais, je me mets sur le dos, je bats des pattes, et mon entraîneur un peu énervé, elle me dit, tu fais quoi là? Je dis, bah je nage. Elle dit, non, mets-toi sur le ventre et nage. Non mais je sais pas faire. Mets-toi sur le ventre et nage.
Je me suis mis sur le ventre, et là j'ai fait comme le papou, encore une tasse, 2 tasses, et j'ai mis la tête hors de l'eau, comme ça j'ai essayé de nager, mon cœur vous certainement ma poitrine, c'est bah, 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 bah. J'ai mis l'éternité pour faire 25 mètres, au bout de 25 mètres, je me suis accroché au bord du bassin, j'étais là, et quand j'ai vu la tête, j'ai vu la tête de mon entraîneur qui m'a regardé, qui m'a dit, mais tu veux traverser la Manche à la nage, toi? Je dis, ouais, j'ai besoin de vous, quoi. C'est vous les professionnels. Moi, je vous file le paquet, transformez-moi, c'est à vous de m'emmener à la victoire. Et là, Valérie, elle m'a dit, écoute Philippe, tu l'as dit à la télé, c'est formidable. Tu as monté une équipe, c'est extraordinaire. Mais je me dois de te laisser encore une chance, mon garçon. Rentre chez toi, mon gars. C'est pas grave, tout le monde comprendra. Personne t'en voudra, Philippe. Rentre chez toi. Je dis non, Valérie. Si je rentre chez moi, ça veut dire que je vais retourner dans mon canapé. Si je rentre chez moi, ça veut dire que je ne vais pas changer mon parcours de vie. Fais-moi changer mon destin, s'il te plaît. Et là, toute l'équipe, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, tu veux traverser dans combien de temps? Moi qui connaissais rien au sport, je leur ai dit, bah, dans 1 an. Dans 1 an, on se prépare et je traverse la Manche à la nage. Et le kiné, l'entraîneur et tout le monde a dit, mais Philippe, 3 ans peut-être, 4 ans sûr. Et je dis, mais 3 ou 4 ans, je vois pas le bout du tunnel, moi. Je dis, on coupe la poire en 2, je dis, vous avez 2 ans. Vous avez 2 ans pour me transformer. Et la Valérie, elle me dit, écoute, on verra. Le premier mois, je nageais 1 demi-heure par jour. Au bout d'1 mois et demi, j'arrive à atteindre 1 heure de nage par jour. Au bout d'1 mois et demi, tout casse. Petit fessier, grand fessier, psoas, les épaules. Tout est en tendinite, tout a pété de partout. Le kiné m'arrête, 1 mois et demi d'arrêt, on met des tendeurs sur les bras, sur les jambes, de la glace, des ultrasons, tous les jours. Et pendant les 1 mois et demi, on continue à travailler le cœur, il faut le remuscler le plus vite possible. Au bout d'1 mois et demi, je suis réparé, on me rebalance à la flotte. Et au bout de 3 mois, j'arrive à atteindre 3 heures de nage par jour. À 4 mois, je suis à 3 heures de nage par jour. À 5 mois, je suis à 3 heures de nage par jour. Et à 6 mois, je suis toujours qu'à 3 heures de nage par jour. Mon corps ne peut pas dépasser 3 heures. Au-delà de 3 heures, je tombe dans les pommes, dans l'eau, je vomis dans l'eau. Je suis à la ramasse totale, j'ai perdu 20 kilos. Et vous savez, Valérie, elle avait un petit morceau de fer à la main, et tous les jours sur l'échelle aluminium, j'entendais ding, 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 ding. Oui, oui, je suis là, je suis là, je suis là. Dès que mon cardio ralentissait ou je nageais mal, ding, 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 ding. Oui, 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 oui. Ding, ding, ding. Oui, je vais y arriver, je vais y arriver. Ding, ding. Vous avez couché le soir, ding, 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 ding. Et un jour, au bout de 6 mois, il n'y a pas eu de ding, ding, ding. Le 2e jour, pas de ding, ding, ding. Et le 3e jour, pas de ding, 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 et pas d'engueulade. Et surtout le 3e jour, Valérie a trouvé le courage dont elle avait besoin. Elle me dit, écoute Philippe, il faut que je te parle. L'équipe s'est réunie, mais sans toi cette fois-ci. Pourquoi sans moi? Quand j'ai monté l'équipe, j'avais dit que tout le monde aurait le droit à la parole. Même le dernier qui rentrerait dans l'équipe, il aurait le droit à la parole. Et s'il y en a un qui a un problème de cœur ou un problème d'ego, je veux qu'il le dise le jour J, 1 fois par mois. Tout le monde est autour de la table, les ingénieurs, le médecin, le cardiologue, tout le monde était là. Et je voulais qu'on se perce la tête tous les jours, pas de non-dit dans l'équipe. 7 ans de silence avec ma famille et mes amis, ça m'avait servi de leçon. Et là, elle me dit, l'équipe s'est réunie, mais sans toi cette fois-ci, Philippe. Et on a pris une décision. On va arrêter. Tu ne pourras pas traverser la Manche. Ton rêve était beau, hein. Tu nous as embarqués, mais le cardiologue a peur, Philippe. J'ai peur, le kiné a peur. Tout le monde a peur pour toi, Philippe. Il faut que tu arrêtes, il faut que tu comprennes que c'est pas possible. Et là, j'ai regardé Valérie, tu sais quoi, Valérie? Depuis le premier jour où je l'ai dit à la télévision, j'ai eu peur. Quand je viens tous les matins à 9 h dans l'eau, j'ai peur, Valérie. Et depuis le premier jour, il y a un personnage qui s'est mis à côté de moi et qui m'a dit bonjour. Je m'appelle le doute. Et je vais te pourrir la vie, je vais être avec toi tous les jours. J'ai regardé droit dans les yeux, je dis, je te demande une dernière chance. Laisse-moi 2 mois. Je pars 2 mois en vacances au Portugal et quand je reviens dans 2 mois, là vous prenez vos décisions et là je la respecterai. Elle m'a regardé avec son air aimable, elle m'a dit, va-t'en. Je suis parti au Portugal, les ingénieurs m'ont filé mes nouvelles prothèses juste avant que je parte. Je passais de 3 kilos à 700 grammes par jambe, tout en carbone et en titane. Et là je m'entraîne en mer tous les jours. Il faut que je franchisse la barrière de 3 heures. Quand je reviens au mois de septembre à Châtellerault, je sais ce que je suis capable de faire. Mon entraîneur est au bord du bassin, il me dit aujourd'hui c'est 3 heures. J'ai fait les 3 heures, je me suis accroché au bord du bassin, j'ai dit t'as vu Valérie, hein, je suis encore en forme, hein. L'aventure continue, on y va. Et là elle m'a regardé, elle m'a dit on se voit demain. Je dis non, dis-moi quelque chose, donne-moi une information, je ne vais pas dormir. Demain, 9 h dans l'eau, information. C'était un coach. Hein. Et je suis revenu le lendemain, elle m'a dit aujourd'hui c'est 4 heures. J'ai fait les 4 heures, je me suis accroché au bord du bassin, j'ai dit t'as vu Valérie, j'ai fait 4 heures, on continue, l'aventure continue. Et là elle m'a regardé, elle m'a dit on se voit demain. Je dis non, dis-moi quelque chose, 9 h dans l'eau, demain. Je suis revenu le lendemain, elle m'a dit aujourd'hui c'est 5 heures. C'est ce que j'avais fait au dernier entraînement au Portugal, 5 heures de nage. J'ai fait les 5 heures, bien fatigué. Quand je me suis accroché au bord du bassin, j'ai levé la tête, j'ai vu Valérie, Susanna, le kiné, le cardiologue, le préparateur physique. Pratiquement toute l'équipe était là et tous du même voix, ils m'ont dit mon gars, il y a encore 1 an et demi de travail. On est reparti pour 1 an et demi. En 2 ans de
temps, on a fait 4000 km de natation. Le plus clair de mon temps, c'était au lac de Saint-Cyr, près du Futuroscope. Je nageais dans le lac du début du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Des fois, il faisait 0 degré, tombait de la neige. Susanna m'enlevait mes prothèses de marche, mettait mes prothèses de nage, me mettait dans l'eau, me sortait de l'eau. C'est pas dur, les enfants à la maison, ils m'appelaient Playmobil dans les histoires. Et juste pour l'anecdote, hein, Susanna, des fois, elle prenait mon fauteuil électrique et elle faisait le tour du lac comme ça. Parce qu'elle en avait marre de faire le tour pendant 7 heures de marcher. Donc elle prenait mon fauteuil. Et des fois, il y a des gens qui l'arrêtaient, qui disaient « Oh, ma pauvre dame, vous êtes handicapé, vous avez un accident peut-être ?» Elle a répondu « Non, moi tout va bien, c'est mon mari qui nage. » Comme si c'était tout à fait normal. Et on arrive le 18 septembre 2010. Il est 3 heures du matin. Je suis en Angleterre, à Folkestone. Toute l'équipe est là dans le même hôtel et mon grand garçon, Jérémy, me réveille. Je suis pas content. Je le regarde avec un air méchant. Je lui dis « Tu fais quoi, Jérémy, là ?» Il dit « Pardon, papa. Mais je voulais être là pour le départ, mon papa. » Pourquoi je voulais... Parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, donc beaucoup d'émotions, très émotif. Et donc pour apprendre à gérer mon émotivité, j'ai fait 4 mois de sophrologie. 4 mois de sophrologie juste pour une chose, ne pas craquer le jour J. Une larme, et je ne traverserai pas la Manche à la nage. Une larme, et toute mon énergie va partir. Donc j'avale ma salive, je fais de la sophrologie. Je dis, bah, écoute, puisque tu es là, mon garçon, commence à échauffer papa. Il échauffe les bras et les jambes. Et juste avant qu'il reparte du côté français, je lui ai posé une question malheureuse. Je dis, il est où ton petit frère? Il dit, papa! Alors là, il était trop content de parler, là. Papa, tu sais quoi? Il y a Grégory, il t'attend de l'autre côté. Il y a toute la famille, tous les amis, tous ceux qui t'ont aidé, papa, ils ont fait des bus. Ah, ça va, tais-toi! Je lui fais vite un gros câlin, il repart du côté français en espérant que j'atteigne les côtes françaises. Je descends à bord du bateau. À bord du bateau, bien sûr, il y aura Valérie, mon entraîneur, l'huissier, pour constater que personne ne m'aide, le docteur pour ma sécurité, Arnaud et Jacques, les 2 nageurs longue distance avec qui je me suis entraîné, les 2 pêcheurs anglais avec leur bateau, et Susanna, mon ange gardien. Elle avait un gros manteau sur elle, ce qui faisait tellement froid, elle avait un bonnet sur la tête, et au-dessus de ce bonnet, elle avait mis un serre-tête. Vous voyez, les petits cossinets ridicules? Pourquoi elle avait mis un serre-tête? Parce que c'était un code entre elle et moi, parce que pendant toute la traversée, elle n'aura pas le droit de me parler non plus, pour pas que je craque. Et le code, parce que les 2 seuls dieux à bord du bateau, c'était l'huissier et le docteur. Si l'huissier ou le docteur disait « Stop, c'est fini, on arrête, c'est trop dangereux », même mon entraîneur n'avait pas le droit à la parole. Donc à chaque fois je ravitaillais, toutes les 30 minutes, 30 secondes de ravitaillement, boire et faire pipi en même temps. Il y en a qui vont essayer. C'est vrai qu'on a un petit problème psychologique. Et donc à chaque fois que je ravitaillais, mon premier réflexe, c'était de regarder Susanna si elle avait le serre-tête, s'il n'y avait pas de problème à bord du bateau. Et on se dirige vers la plage de Sampire. Oh, si vous êtes du côté français, vous voyez ces grandes falaises blanches anglaises, pile entre Douve et Folkestone, vous verrez une immense antenne, on la voit très très bien par temps clair. Et bien en bas de cette antenne, c'est la plage de Sampire Hall. C'est la plage où partent tous les nageurs du monde entier qui viennent tenter leur chance pour traverser la Manche à la nage. Quand je vous dis tous les nageurs du monde entier, c'est environ entre 500 et 700 personnes par an pendant 4 mois qui viennent tenter leur chance. La Manche, c'est l'Everest de la natation. Il n'y a pas plus dur sur la planète en nage longue distance. Et donc on me dépose délicatement dans l'eau avec un drap qu'on avait légèrement emprunté à l'hôtel. Je nage direction les côtes anglaises, je pose mes fesses. Susanna allume le téléphone portable pour que tout le monde entende du côté français, prépare la corne de brume, l'huissier prépare son chronomètre, et à 6 h du matin pétante, j'entends... C'est maintenant, mon gars. C'est maintenant que tu peux changer ton destin, alors nage. Vitesse du courant 12 km/h, ma vitesse de nage 2,5 km/h. Je suis un petit morceau de paille qui est balancé vers la mer du Nord à une vitesse incroyable. Mes pulsations cardiaques montent à 160, 170. Alors je me suis entraîné pendant 2 ans à 110, 120, ne pas dépasser 110, 120 pulsations par minute. Et là pendant 1 h 30, je suis à plus de 160 pulsations par minute. Et à chaque fois je ravitaille, et toute mon équipe qui est là, ouais, t'es génial Philippe. Alors que le médecin a tout l'appareillage pour voir mon cœur qui est en train de se barrer en sucette. Et au bout d'1 h 30, j'arrive à m'extraire des côtes anglaises, et là je prends mon rythme de croisière. Et là, je fais de la sophrologie, parce que j'ai des bouts d'émotion qui montent. Je pense à mes premiers 25 mètres, où j'ai failli me noyer à Châtellerault. Je dis non, non, pas maintenant, respire, respire. Où je pensais à Jérémy et Grégory, et les 3 filles qui m'attendaient de l'autre côté sur la falaise française. Je dis non, non, respire, respire. Et quand je respirais mal, le médecin à bord du bateau disait à Susanna, hé, Philippe, il a un problème. Susanna, qui ne me connaissait pas, dit non, non, là, il est en train de faire de la sophrologie, il a dû avoir une boule d'émotion qui est montée trop haut. Et au milieu de la Manche, je suis malade, j'ai très très froid. Le froid m'attaque, j'avalais une grosse tasse d'eau de mer qui est rentrée à l'intérieur des boyaux et qui m'a gelé. Et là, je me suis mis à vomir, 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 vomir. Mes pulsations cardiaques sont passées de 120 à 110, 100, 90. J'étais en train de m'arrêter. J'étais qu'au milieu de la Manche et j'étais en train de m'arrêter. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le fameux dépassement de soi. Quand je suis au milieu de la Manche, non seulement je ne peux pas me décevoir moi, je ne peux pas décevoir mon équipe, je ne peux pas décevoir tous ces gens qui m'ont accordé leur confiance.
Et dans ma tête, je revois les images de Marion Hans sur mon lit d'hôpital, cette jeune fille qui traversait la Manche à la nage. Et je repense à tous ces gens que j'ai appelés et que je suis tombé sur les secrétaires. Oui, bonjour, je m'appelle Philippe Croison, je traversais la Manche à la nage. C'est intéressant. Un petit détail, j'ai pas de bras et pas de jambes. Envoyez un mail. Vous êtes d'accord avec moi hein, par rapport à votre réaction. Envoyez un mail. De toutes les aventures que j'ai menées à travers le monde, j'ai jamais eu un partenaire avec un mail ou un coup de téléphone. Jamais. À chaque fois que j'ai eu un partenaire, c'est quand je suis rentré dans son bureau et que je lui ai parlé de mon aventure, que je l'ai fait rêver avec moi. C'est comme ça que j'ai réussi à convaincre des gens. Le vivre ensemble, le contact. Et quand je suis au milieu de la Manche, j'ai pas envie de les décevoir. Et là, mon équipe m'engueule dessus. Allez Philippe, tu savais que t'allais avoir froid. Tu savais que t'allais souffrir. Reprends, reprends, reprends. Mon énergie remonte à 1000%, je repars comme une balle. Et là, la nuit est tombée, ça fait 13 heures que je nage. Une nuit noire sans lune, la tempête arrive, on le savait, comme une fenêtre météo très très courte. J'arrive à mon dernier ravitaillement. Et je ne savais pas que c'était mon dernier ravitaillement. Je regarde Susanna, elle a plus le serre-tête, elle a plus les deux petits coccinelles qui se battent en duel. Et là, mon entraîneur me crie très très fort dessus avec le vent et les vagues. Elle me dit « Philippe, Philippe, c'est fini, c'est fini. Reviens, reviens, on va te repêcher !» Je venais de nager 38 km. J'étais à 800 mètres des côtes françaises. J'étais à 800 mètres de mon changement de vie. Et là, Valérie, elle me dit le mot que je ne voulais pas entendre. Pour ceux qui connaissent le nord de la France, entre le Cap Blanc-Nez et le Cap Griné, j'ai 20 km de plage. J'ai une fenêtre d'arrivée de 20 km de long. La tempête, la marée, elle essaie de m'emmener en plein sur la falaise, en plein sur le Cap Griné, en plein dans les roches. Et là, Valérie, elle me dit, t'arrives sur le Cap Griné, Philippe, c'est trop dangereux, reviens, reviens, jamais tu m'arrêteras, Valérie, tu m'entends? Jamais tu m'arrêteras. Et là, elle comprend que ça part en sucette, Jacques se jette à l'eau, Arnaud se jette à l'eau, les deux nageurs longue distance, l'huissier qui pète un plomb, monte sur une petite embarcation à 2 balles, avec un des deux pêcheurs avec un petit moteur, je vous jure, c'est un petit bateau, je dis, waouh, dans les vagues à droite, à gauche, et moi je pars comme un fou, je dis, non, je vais, mes pulsations cardiaques remontent à 160, 170, Jacques Tuzet, vous voyez, c'est Jean Reno dans le Grand Bleu. Par un mouvement de bras dans la mer, ce mec-là, il vous raconte sa vie. Vas-y, Philippe, plus vite, gauche, reviens vers moi. Il replonge dans les vagues. Moi, j'étais là, non, l'huissier qui avait pratiquement pas parlé pendant toute la traversée sur son petit bateau, il était là, plus vite. Je pense qu'il avait tellement peur, le pauvre gars, c'était incroyable. Et là, je dis, non, j'essaie de lever la tête, de voir le Cap Griné, je vois rien. Les vagues me balancent à droite, à gauche, je suis un pantin désarticulé. Et au bout de 26 minutes, j'entends Jacques qui crie, Philippe, je suis sur un rocher. J'arrête de nager, je me retourne, la vague sortir, j'étais tellement fatigué, je n'arrive plus à rien comprendre, je fais Wouah! L'huissier entend le cri, il a une seconde dans le temps, je fais Wouah! Je suis rendu! Et là, je vous promets, je n'avais rien pris d'hallucinogène. J'ai vu l'huissier qui décollait vers le ciel. Sauf qu'il décollait pas vers le ciel, c'était une grosse vague monstrueuse dans la nuit noire qui fonçait droit sur moi pour m'éclater contre la falaise. Sauf ce que la vague n'a pas manqué de faire, bien sûr. Ce que je vous raconte là, après 13h26 minutes de nage, ça a duré 15 secondes maximum. Philippe, rocher! Poum! Wouah! Oh! La vague m'a propulsé dans les roches, la combinaison s'est déchirée, Jacques et Arnaud, ils m'ont rattrapé par le bout des palmes, in extremis. Ils ont tiré un grand coup, ils ont dit vite, faut se barrer de là, c'est trop dangereux. Je n'avais même pas compris que j'avais fini la traversée de la Manche tellement j'étais fatigué. Et pour finir, mesdames, messieurs, ce que je vais vous raconter là, c'est certainement le coup du destin, ou le goût du grand n'importe quoi, j'en sais rien. Le jour où j'ai quitté les côtes anglaises, on est 12 nageurs à avoir quitté les côtes anglaises cette journée-là. On est 4 à avoir réussi sur les 12, 3 valides et moi je suis arrivé à 21h26, à droite du Cap Griné. Pour ceux qui connaissent le Cap Griné, c'est immense. Hein. Il y a des hectares, hein. Il y a des champs, il y a des barbelés, il y a des moutons, il y a des trous d'eau vue de la guerre. Et moi, je suis arrivé à droite du Cap Griné. Et puis, en même temps que moi, il y a un nageur valide qui est arrivé à gauche du Cap Griné. Et bien, toute ma famille, mes amis, tous ceux qui avaient fait le voyage pour découvrir mon arrivée, ils ont tous couru à gauche. Tous. Sauf 2. Et ça fait longtemps que je n'ai pas eu de public. Non, pardon. Sauf 2. Il y a mon gros garçon, il a pris son petit frère par la main, il dit pour moi, papa, il n'est pas à gauche. Papa, il est à droite. Mon père, leur grand-père les a fâchés. Il a dit non, les enfants, vous venez avec nous, c'est trop dangereux, vous partez pas tout seul. Jérémy s'est fâché, il dit non, papa, je le sens, il est à droite. Un ami, Jackie Desroches, et lui, ils sont partis à 4 à l'envers tout le monde, une centaine à gauche, 4 à droite. Ils sont arrivés en haut de la falaise 5 minutes avant que je m'éclate. Parce que moi, ils m'ont repéré, j'étais un vrai sapin de Noël dans la nuit. On m'a mis des clignotants partout, sur la tête, sur les fesses, sur les palmes, pour pas me perdre dans la tempête. Et quand Jacques et Arnaud ont tiré un grand coup pour me sauver la vie, pour me barrer de la falaise, je les voyais pas, ils étaient trop noirs, j'ai entendu en haut de la falaise « Papa, t'es le plus fort du monde, on t'aime, papa !» Et là, j'avais retenu 13h26, 10 minutes d'émotion, j'ai jeté mon masque et mon tuba, j'ai crié « Moi aussi, je vous aime, mes garçons !» Et là, je me suis senti soulevé en l'air, on m'avait repêché, on m'a mis à bord du bateau.
On m'a blotti contre une copomoteur, Susanna s'est mis contre moi avec une couverture de survie. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, en repartant vers les côtes anglaises, que j'avais... J'ai compris que j'ai pas traversé la Manche à la nage. On a traversé la Manche à la nage. Et on a réussi. Je vous remercie beaucoup. Non, 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 non. Merci. Merci beaucoup. Vous l'avez dit, un moment de partage. Juste un moment de partage. Et juste pour finir, après je vous promets, je vous laisse tranquille, mes 3 outils de résilience, ceux qui m'ont permis de me reconstruire, ceux qui m'ont permis d'être l'homme que je suis devenu aujourd'hui. D'abord, mon premier outil de résilience, je vous l'ai dit tout à l'heure, ma famille, mes amis, mes enfants, m'ont permis de me reconstruire. D'ailleurs, mon père a fait une chose extraordinaire, mes parents et ma famille, mes amis, ils ont créé une association pour que je manque de rien. Mes parents, ma famille m'ont offert la chose la plus importante dans ma vie, ils m'ont offert mon autonomie. Il y a quelques temps, ils m'ont offert un toilette japonais. Vous connaissez le toilette japonais? Ah, c'est génial, on est plus propre à la sortie qu'à l'entrée. Ça lave, ça sèche et tout, c'est trop bien. Mon deuxième outil de résilience, vous l'avez compris un peu pour mon intervention, l'humour. L'humour est un outil de résilience extraordinaire. D'ailleurs, mon dernier livre, il s'appelle Pas de bras, pas de chocolat. C'est que des vannes là-dessus, sur le handicap et ainsi de suite. Bah ouais, tant qu'à faire, il fallait surfer sur la vague. Ouh. Et d'ailleurs, il y a un dessinateur qui a fait un dessin, il a marqué, il traverse la Manche sans bras et sans jambes. Et là, on voit un énorme requin qui arrive, et le requin, il dit, oh merde, c'est vraiment la crise. C'est le dessinateur large qui a fait ce dessin, je l'ai appelé, et il croyait que j'allais l'engueuler, je dis, écoute, ton dessin m'a fait pleurer, mais de rire. Et donc, on est devenus amis maintenant avec Large. Il y a eu aussi un autre dessin qui m'avait fait, qu'on a relié les 5 continents à la nage. Il y a un dessinateur qui avait fait un dessin où il y avait un manchot qui était sur la banquise, qui me regarde, et moi j'arrive en nageant comme ça, et le manchot il regarde et il fait, respect. Ça m'a fait rire. Et le dernier outil de résilience, celui qui m'a permis d'être là avec vous aujourd'hui, celui qui m'a permis d'accepter mon nouveau schéma corporel, celui qui m'a fait comprendre que de demander un coup de main aux gens, il ne fallait pas le vivre comme un moment de déshonneur, parce que c'est grâce au coup de main que j'ai réussi toutes mes aventures, c'est grâce à l'équipe, il n'y a pas de jeu, JE n'existe pas, c'est on avance ensemble et on réussit ensemble, c'est le sport. Le sport m'a reconstruit. Le sport m'a permis de vous dire aujourd'hui que même si on m'ordonne mes bras et mes jambes, je dirais non, parce que j'aime ma vie d'aujourd'hui, parce que j'en ai fait quelque chose. Merci.